Et puis, messieurs, toujours ces deux personnes qui s'adressent à nous, en fait, la situation est bien pire que prévu, parce que si on continue comme ça, d'ici 6, 9 mois, on ne sait pas exactement quand, mais il y aura plus de cash dans l'entreprise et l'aventure va s'arrêter. Donc à ce moment-là, François et moi, on a décidé effectivement de revenir aux manettes de l'entreprise et de reprendre nos rôles de DG. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la tête des dirigeants. Je suis Antoine Bossan, dirigeant et entrepreneur depuis plus de 30 ans et aujourd'hui coach de dirigeants. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des dirigeants que je coach et qui m'inspirent par leur trajectoire et leur réussite exceptionnelle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Pacqueville, cofondateur et co-dirigeant de la société Excelia. Bonjour Frédéric. Bonjour Antoine, merci de me recevoir. Si je te rencontre dans la rue, Frédéric, et que je te demande ce que tu fais, qu'est-ce que tu me réponds ? Merci de me recevoir et ravi d'être avec toi ce matin. Je te répondrai qu'après une carrière d'entrepreneur, je suis devenu investisseur. Et alors cette carrière d'investisseur, donc elle commence avec la création d'Excelia, il y a 12 ans. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure ? Ouais, cette carrière d'entrepreneur, elle démarre en 2014 où je cofonde et co-dirige une entreprise qui s'appelle Excelia, donc entreprise que j'ai co-dirigée pendant quasiment 12 ans. Et j'en suis parti récemment, en fin 2025. Cette entreprise, c'est une CRO. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une CRO ? Ouais, tout à fait. Donc on est dans l'univers de l'industrie de la santé, beaucoup dans l'industrie pharmaceutique. Et CRO, ça veut dire Contract Research Organization. Et en fait, nous sommes prestataires de services dans la réalisation d'essais cliniques pour les industries de la santé. Donc typiquement, un laboratoire pharmaceutique va développer en interne ou acheter une molécule et toute la phase de test clinique, c'est-à-dire d'essai sur l'homme, sera externalisée à des CRO. Donc c'est une entreprise de tech, de biotech. C'est une entreprise de service, un peu sur le même modèle que les ESN ou les cabinets de conseil. Vous avez attaché une grande importance à l'humain. Tu peux donner quelques exemples de cette... Ouais, on est arrivé, donc en 2013, on décide de créer cette société. On avait déjà un marché local en France existant et bien constitué. Donc on a vraiment eu à cœur dès le début de pouvoir se différencier. Ça, plus notre vision, nos valeurs en tant que fondateur, on voulait vraiment travailler sur l'aspect humain du projet. Et donc, on a développé un fort esprit d'entreprise et notamment, on s'est appuyé sur un projet d'entreprise qui est participatif. Alors aujourd'hui, en 2026, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais en 2013, c'était innovant et différenciant. Et donc, on a trouvé un moyen d'impliquer les collaborateurs dans la vie et dans le développement de l'entreprise. Par exemple ? En leur donnant la possibilité de partager leur centre d'intérêt professionnel ou extra-professionnel avec leurs collègues. Souvent, dans l'univers du conseil, du service, on est recruté pour une mission, on va au boulot, on déroule sa mission et puis on rentre chez soi. Là, ce qu'on voulait, c'est que les gens aient la possibilité d'apporter leur pierre à l'édifice, qu'ils puissent nous aider à créer Excelia, à faire vivre Excelia. Et donc, on a créé un cadre qu'on a appelé le YEP pour Your Exalting Project et qui permet à chaque collaborateur, chaque collaboratrice, s'il le souhaite, et bien sûr en fonction de ses disponibilités, de partager avec ses collègues, avec ses collaborateurs, avec ses managers, ce qui l'anime au quotidien. Donc l'entreprise conçue comme un lieu d'engagement pour tous, un lieu d'accomplissement. Exactement, pour exactement. Tous. Et l'idée, c'était d'avoir un cercle vertueux, des collaborateurs et des collaboratrices plus épanouis, qui, par conséquent, délivrent un travail de meilleure qualité, des clients qui le voient et qui en profitent, et qui récompensent la société en la faisant travailler et croître plus, et ainsi la société qui peut récompenser et faire monter ses collaborateurs en continu. Alors Excelia, c'est une success story absolument incroyable, puisque vous avez passé de vous deux, les deux cofondateurs, à près de 1000 personnes en moins de 10 ans. Oui, avec différentes phases, différents chapitres. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille, une ligne droite, mais on a eu plusieurs grands chapitres qui ont permis cette croissance. Oui. Donc il y a une première phase qui est une phase d'hypercroissance. Oui, il y a une première phase qui est une phase de croissance organique très forte pendant les 5 premières années, où le modèle que je viens d'expliquer, couplé à une forte dynamique commerciale, nous ont permis de croître rapidement. Donc là, on est passé de 0 à 400 collaborateurs pendant cette période. Environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, ensuite, on est rentré dans une phase d'acquisition.
toujours en parallèle de la croissance organique. Donc, entre 2019 et 2020, on a réalisé 4 acquisitions, une en France et 3 à l'étranger, avec l'objectif d'accroître notre offre de services pour avoir une offre complète sur les métiers de la CRO, et puis de pouvoir être un acteur européen, un acteur régional, et donc de couvrir l'ensemble des pays européens. Et alors, dans tout ce parcours, vous êtes les 2 cofondateurs sont actionnaires à 100% de leur groupe. Alors, c'est là aussi, c'est une des caractéristiques d'Excella, c'est que vous êtes un véritable tandem. Vous êtes d'abord actionnaire à 50-50. C'est le schéma qu'on déconseille en général à tous les dirigeants. Et puis, vous êtes co-CEO. Comment ça a marché ce tandem? Très bien. Ça a très bien marché. C'est vrai qu'on a souvent entendu qu'il fallait mieux un nombre impair d'actionnaires pour pouvoir trancher dans les moments difficiles et dans les moments de désaccord. Avec François Moisson, mon associé, on a été à 50-50 et on l'est resté jusqu'au bout. Et en fait, le fait d'avoir autant l'un que l'autre la voix qui porte et qui compte, ça nous a amené à toujours tomber d'accord. Et donc à réfléchir et à discuter ensemble jusqu'à ce qu'on soit convaincus et qu'on partage tous les deux la bonne décision à prendre. Après, voilà, bien s'entendre avec son actionnaire et son associé, c'est un travail de longue haleine. Notre relation est passée par différents stades de maturité. On a créé l'entreprise, on avait 27 ans. J'en suis parti à 39. Donc forcément, à 27 ans, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes forces que plus tard. Donc il a fallu apprendre à travailler ensemble et à trouver la bonne solution. Et alors, vous aviez installé des véritables rituels entre vous, très réguliers, avec des points de rencontre, etc. Oui, on a mis en place plusieurs choses, mais notamment le fait de se dire chaque mois, on sort. Souvent, on allait dans la nature, en forêt, et on passait la journée à faire de la randonnée et à discuter. Après, c'était des journées hyper studieuses. Ça veut dire qu'on arrivait, on avait chacun préparé un ordre du jour, l'ensemble des points à aborder. Mais on était dehors. On marchait avec tous les bienfaits que l'activité physique a sur le fonctionnement du cerveau et la créativité, la productivité. Et durant ces périodes de travail en plein air, on déroulait les sujets et souvent, on arrivait à résoudre beaucoup de problèmes. Ouais, et jusqu'au bout, vous étiez dans le même bureau même. Et on a toujours été dans le même bureau. Ouais. On n'a jamais voulu avoir notre isolement, notre indépendance. C'était hyper important pour nous de partager le même lieu de travail. Et puis, voilà, on parle souvent de la solitude du dirigeant. Nous, on avait la force et la chance d'être 2 à diriger l'entreprise. Donc, autant en profiter jusqu'au bout et partager aussi le même bureau. Et alors, en 2022, vous allez tenter une levée de fonds et ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je disais que l'histoire d'Excella, c'était plusieurs chapitres. Donc, il y a eu les 2 premiers, croissance organique, croissance externe. Et ensuite, fin 2020, on a ouvert un 3e chapitre qui a été une tentative de céder le management opérationnel de l'entreprise à un directeur général salarié. Et avec l'objectif de lui laisser l'opérationnel pour nous pouvoir faire une levée de fonds effectivement et accélérer sur le build-up et sur les opérations de M&A. Et donc on fait venir ce DG salarié et lui amène énormément de changements en termes d'équipe de direction, en termes de culture managériale, en termes d'outils, de couverture géographique. Donc beaucoup de changements en même temps. Et tout ça démarre sur l'année 2021. Fin 2021, effectivement, on choisit une banque d'affaires pour lancer une levée de fonds qui avait pour objectif justement de faire venir un actionnaire minoritaire financier, un investisseur financier, et pouvoir accélérer sur la thèse de build-up. Mais en 2022, quand on lance la levée de fonds, on s'aperçoit effectivement que le marché commence progressivement à se retourner. On se rappelle qu'en 2022, à l'été, il y a eu une remontée des taux très rapide et que les opérations de levée de LBO ont été beaucoup plus compliquées. Et puis en parallèle, on s'aperçoit aussi que notre société, elle n'est pas que parfaite, elle n'a pas que des qualités, il y a aussi des points sur lesquels on n'a pas assez travaillé et qui constituent des axes d'amélioration suffisamment forts pour qu'à ce moment-là, les investisseurs financiers ne nous suivent pas. Et donc là, on se prend notre première grosse claque.
à l'été 2022. Alors, comment on réagit dans ces cas-là? Vous avez... parce que vous avez donc redressé, on pourrait dire, repris en main en fait l'entreprise. Tu peux nous raconter cet épisode? Donc, on est à l'été 2022, on échoue à lever des fonds, on part en vacances, on revient en septembre. En tant que tel, c'est pas la fin du monde. On a raté une levée de fonds, mais la vie continue pour l'entreprise. Le problème, c'est qu'on se réunit à ce moment-là avec notre DG et notre CFO de l'époque et qui nous disent vous avez vu, la levée a échoué, notamment parce que les chiffres financiers n'étaient pas bons. Ils auraient dû être bons en 2022 et plus l'année avançait et moins ils l'étaient. Et puis, messieurs, toujours ces deux personnes qui s'adressent à nous, en fait, la situation est bien pire que prévu, parce que si on continue comme ça, d'ici 6, 9 mois, on ne sait pas exactement quand, mais il n'y aura plus de cash dans l'entreprise et l'aventure va s'arrêter. Et là, ça a été un moment très fort et révélateur pour nous, où on s'est aperçu que les personnes qu'on avait en face de nous n'avaient pas les clés, ni pour analyser la situation, ni pour réagir, et que par conséquent, on ne pouvait pas espérer construire avec elles le plan de redressement et le plan de développement dont Excelia avait besoin. Donc à ce moment-là, François et moi, on a décidé effectivement de revenir aux manettes de l'entreprise et de reprendre nos rôles de DG. Et donc, plan de redressement, ça fonctionne parfaitement bien. Et qu'est-ce qui se passe en fin 2025 alors ? Ouais, alors du coup, c'est vrai que ça a fonctionné bien, mais ça a été beaucoup d'efforts, parce que ça a été un plan d'économie, ça a été un plan d'optimisation aussi des dépenses, du mode de fonctionnement de l'entreprise, d'une recherche de compétitivité aussi, puisqu'il fallait s'occuper à la fois des coûts, mais aussi du chiffre d'affaires et des marges. Donc il y a quand même eu énormément de travail par les équipes, par nous-mêmes pendant cette période-là. Mais voilà, ça a été un plan qui a été développé sur 2023 et qui a porté ses fruits sur 2024. Et finalement, fin 2024, on était heureux d'avoir pu redresser la situation et dans des délais finalement très courts. Ouais, et même consolider l'entreprise, on peut dire. Et consolider, effectivement, puisque on a pu se concentrer sur les activités qui fonctionnaient réellement, redéfinir la vision, les valeurs, la mission de l'entreprise. Donc on a vraiment pu gagner en maturité à ce moment-là. Et donc, 2025 arrivait et ainsi un nouveau cycle, logiquement, allait démarrer. Un cycle de reprise de la croissance, de développement, et donc un engagement en tant que fondateur et dirigeant qui devait être d'environ 5-7 ans, si on reprend un peu la logique des cycles d'investissement financier. Et c'est vrai à ce moment-là que François et moi, on s'est aperçu, et je me suis aperçu, que je ne m'inscrivais plus forcément dans cette temporalité longue. J'ai vécu beaucoup de très belles aventures avec Excelia, mais à l'approche de ce nouveau cycle, j'ai eu l'envie, le besoin de découvrir d'autres choses et du coup de partir. Et donc tu prends cette décision fin 2025, effectivement, de sortir de l'opérationnel. Fin 2024, ouais. Fin 2024, de sortir de l'opérationnel, oui. Et de te mettre dans un autre rôle. Et donc, quel est ton rôle aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis investisseur. En tout cas, je démarre humblement une carrière d'investisseur. Mais voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais avec l'envie de pouvoir aider et apporter au monde de l'entrepreneuriat, humblement, à mon échelle, mais comme d'autres ont pu m'apporter par le passé. Et tu restes bien sûr actionnaire d'Excelia, avec un rôle d'administrateur. Comment tu appréhendes ce nouveau rôle, en fait ? Plutôt sereinement. Moi, je sais que je suis vraiment aligné avec mon choix et ma décision. Et François, lui aussi, avait envie et je pense besoin dans sa carrière de vivre cette expérience de chef d'entreprise seul aux commandes. Donc moi, j'ai compris et j'accepte que je suis désormais non opérationnel, que je vais avoir un impact différent sur l'entreprise. Et voilà, il faut savoir passer le relais, déléguer, faire confiance. Et je suis en phase avec ça. Dans ton nouveau rôle de board member, de conseil d'administration, comment tu vois, c'est quoi le rôle d'un board performant, d'un conseil d'administration performant ? Comment il peut apporter à l'entreprise et aux dirigeants ? C'est une très bonne question.
Assez complexe en soi, mais je pense qu'il faut un alignement entre les besoins du dirigeant, avant tout, les intérêts des actionnaires et les besoins de l'entreprise et de ses collaborateurs. Il y a une étude très intéressante dans un numéro précédent de Harvard Business Review qui formalise les 4 types de boards qui peuvent exister. Du board qui est dans la validation et finalement l'approbation systématique des décisions du dirigeant, au board qui va complètement challenger et influencer la stratégie de l'entreprise. Et avec l'idée, in fine, que le bon mélange est peut-être, que la bonne solution est peut-être justement un mélange des approches en fonction des sujets et des thématiques. Et je pense que un bon board, c'est le board qui peut répondre aux besoins du dirigeant, mais aussi lui apporter plus et fournir un véritable travail pendant et en dehors des séances de conseil d'administration et pas simplement valider des décisions qui ont été déjà prises de facto par le dirigeant et le comité exécutif. Tu es extrêmement jeune, hein, puisque tu as tout juste 40, même pas 39, 39 ans. Donc la vie devant toi encore. Tu as donc dans ce nouveau rôle d'investisseur, je sais que tu t'intéresses énormément à l'IA, par exemple. Comment tu envisages ce nouveau rôle? Tu veux dire notamment dans en termes de comment secteur, l'IA va impacter les investissements et mon rôle d'investisseur. Je pense que, et je suis loin d'être le seul à penser cela, je pense que c'est un tournant majeur dans notre histoire moderne, un impact considérable, peut-être encore plus fort que les grands virages technologiques du début du 21e siècle ou de la fin du 19e siècle. Donc je pense qu'on va au-devant de quelque chose de très différent dans notre manière de concevoir nos sociétés et notre rapport au travail. Mais je suis très enthousiaste. Je pense que ça va fonctionner. J'ai une foi profonde dans l'humanité et je pense qu'on trouvera les solutions. Il y a des défis majeurs qui se présentent à nous. Mais je suis très optimiste sur le fait qu'on va y arriver. Et je pense qu'on doit, toutes et tous, en tout cas dans l'univers de l'entrepreneuriat et de l'investissement, s'intéresser à ces problématiques et y contribuer à notre échelle. Est-ce que l'IA va changer quelque chose dans le rôle du dirigeant? Oui, je pense, très clairement. À tous les niveaux, ça veut dire que vis-à-vis des clients, les attentes vont évoluer. Oui. Les clients vont demander des services et des produits plus intelligents, avec une capacité à orienter, à prédire, à conseiller qui est plus forte. Vont avoir des attentes aussi en fonction des industries sur le coût de revient des activités, des services, où tout le monde attend des gains de productivité importants. Vis-à-vis des collaborateurs aussi, l'IA va avoir un énorme impact pour le dirigeant parce que certains collaborateurs ont peur de l'arrivée de l'IA, se demandent si leur job va être menacé. Donc il faut pouvoir les accompagner, les rassurer, comprendre leur peur et puis et aussi s'interroger là-dessus. Et pour le dirigeant lui-même, dans son métier, dans sa manière de... Est-ce qu'il y a un dirigeant augmenté qui va apparaître? Je pense, oui. Je pense. Donc vis-à-vis des collaborateurs, il va y avoir un impact fort. Vis-à-vis aussi de la prise de décision, l'IA va avoir un rôle majeur. Aujourd'hui, sur tous les LLM, c'est très facile d'avoir une réponse immédiate à une question qui, pour autant, demande beaucoup de données. Donc, un dimanche après-midi, tu peux être sur ton canapé et tu te poses une question. Tu te dis, tiens, demain, si je vais sur ce marché-là, quel est le potentiel de croissance pour les 10 prochaines années? Et tu as une réponse qui est fiable en moins de 2 minutes. Alors que précédemment, il fallait lancer une étude auprès d'un cabinet de conseil, faire un appel d'offres pour choisir le cabinet de conseil, attendre plusieurs semaines, payer des centaines de milliers d'euros. Donc on a une capacité à prendre des décisions qui est vertigineuse et qui est pour moi hyper intéressante. Tu as une expérience de dirigeant exceptionnelle, hein, puisque tu as connu à la fois la croissance, le développement, l'innovation, l'humain, l'attention à l'humain, le sujet financier de restructuring, Comment tu disais j'ai envie d'aider, comment tu vas transmettre tout ça à d'autres dirigeants? En fait, je pense qu'aujourd'hui, je vois l'aide à travers 2 axes principaux. De manière désintéressée, aider les dirigeants qui sont en difficulté, qui aujourd'hui n'arrivent plus à
à faire face aux besoins de leur société et dont la situation financière se dégrade de manière significative. Et quand on est dans cette situation, on va avoir beaucoup de personnes qui vont proposer leur aide, mais très rarement de manière désintéressée. Et l'univers du restructuring, de la restructuration, est un univers qui est très difficile, avec beaucoup d'acteurs dans le conseil et autres qui se positionnent de manière opportuniste et mercantile. Et dans ces moments-là, ça fait du bien de rencontrer des gens qui veulent juste vous aider et vous donner un coup de main. Et moi, j'aimerais pouvoir apporter mon soutien à ces personnes-là. Et après, avec mon nouveau rôle d'investisseur, pouvoir aussi accompagner des entrepreneurs qui, eux, sont dans des phases plus positives et heureusement du développement de leur activité et pouvoir leur apporter un soutien financier, humain dans le développement de leur activité. Et alors, comment ça fait de passer de cette vie intense, toujours sous pression du dirigeant, à aujourd'hui une liberté absolue? Tu es libre d'aller vers... d'organiser tes journées, je dirais. Tout à fait. En tant que dirigeant, cette liberté dans l'organisation de son temps, de son travail, finalement, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais par rapport au rôle de DG, à l'ensemble des obligations, c'est vrai qu'il y a une forme de soulagement, puisque je n'étais plus en phase avec ce rôle-là, dans cette activité, dans cette industrie-là. Donc j'avais besoin de vivre autre chose. Et maintenant, le fait d'être dans cette nouvelle réalité me fait du bien et donc me conforte dans le fait que j'ai pris la bonne décision. Donc il faut faire en sorte de ne pas tomber ensuite dans une forme d'ennui ou de routine. Mais justement, je m'organise. J'ai beaucoup d'activités aujourd'hui qui me permettent d'être bien, d'être stimulé et donc d'envisager l'avenir plutôt sereinement. Vous-même, quand vous sortiez de cette phase de difficulté, vous avez décidé de reprendre une entreprise. C'est là que tous les deux, vous avez décidé de vous faire accompagner, de faire coacher. Oui, François a commencé avant moi. D'accord. Lui, je crois qu'il a commencé dès la sortie du Covid, à peu près, à se faire coacher. Et puis après, j'en ai vu les bienfaits. Et donc, il m'a poussé finalement indirectement à travers son propre exemple à moi aussi rechercher un coach. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, le coaching? Beaucoup de choses. Je pense notamment le fait d'arriver à poser les conditions d'une réflexion, verbaliser les questions et apporter des solutions concrètes rapidement. L'idée de se dire, OK, j'ai un sparring partner, je viens, on a 2-3 heures seul. Je mets sur la table les éléments qui aujourd'hui me préoccupent. On a des méthodes grâce au coaching pour analyser ce problème et ensuite construire une solution possible. Et je repars de ma séance avec des solutions, des débuts de solutions ou des solutions sur lesquelles je vais pouvoir dormir, sur lesquelles je vais pouvoir continuer de réfléchir, mais qui dans tous les cas me font gagner beaucoup de temps pour derrière la décision. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune dirigeant qui hésite à se faire coacher ou qui... D'essayer. Ouais. Je pense qu'il faut essayer. Après, c'est aussi une question de feeling. Ouais. Il faut trouver la bonne personne, le bon coach, et parfois accepter que ça ne fonctionne pas avec une personne et puis continuer et en chercher d'autres. Mais oui, je pense que c'est un accélérateur et c'est un levier de performance. Est-ce que tu as le souvenir, Frédéric, d'un moment dans le coaching qui a été un déclencheur ou qui t'a permis de franchir un pas? Je pense qu'un des moments forts de mon histoire professionnelle récente, ça a été ma décision de partir d'Excelia. Et le fait d'en parler et de se dire, OK, donc déjà, premièrement, le coaching m'a permis de vraiment conscientiser le fait que pour être heureux pleinement et épanoui, je devais quitter mon rôle de DG. Donc ça, c'est un premier moment fort. On est au moment de l'été, début de l'automne 2024. Et puis ensuite, c'est une fois que cette décision est prise, comment tu l'annonces ? Comment tu l'annonces à ton associé, comment tu l'annonces à tes collaborateurs et comment tu fais en sorte que ton départ ne soit pas perturbateur pour Excelia, pour les collaborateurs et puis pour toi-même. Donc finalement, il y a un déroulement, il y a des étapes à construire pour que cela se fasse de manière naturelle et saine. Ça veut dire que pendant le travail du coaching,
Tu vas travailler des scénarios, tu vas travailler une manière de présenter les choses. Des étapes. Des étapes et puis ensuite des actions. Parce que quand un des deux cofondateurs quitte l'entreprise, il faut décider de comment son périmètre va être repris, comment on va réorganiser les activités que je gérais. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes de construction qu'il faut envisager aussi avec mon associé, avec les membres du comité exécutif. Si on veut que ce soit bien fait, dans le respect des personnes, en communiquant de la bonne manière, c'est un travail assez technique, assez important. Et le coaching est un très bon moyen d'arriver à réussir cela. On travaille souvent en coaching sur son futur désirable ou le futur désirable dans l'entreprise. Quel est ton futur désirable, Frédéric ? C'est une réflexion en cours et peut-être qu'elle le sera toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, je m'estime chanceux globalement de tout ce qui m'est arrivé, même si je me suis battu et j'ai travaillé pour cela. Mais je pense que, quelle que soit la définition qu'on donne à ce mot, il y a toujours une part de chance. Et aujourd'hui, pour continuer d'être heureux et épanoui, je pense que j'ai besoin d'aider. J'ai besoin d'aider plusieurs membres de ma famille qui, pour différentes raisons, ont besoin de mon aide. J'ai besoin d'aider les entrepreneurs en difficulté. Et j'ai besoin d'aider aussi les entreprises qui ne sont pas en difficulté, mais qui ont envie de se pérenniser, de se développer et de pouvoir rendre ce qu'on m'a aussi donné. Frédéric, on va rester sur cette magnifique mission que tu te donnes, qui est d'aider les dirigeants et de finalement redonner d'une certaine manière ce que tu as reçu avec beaucoup de travail et un peu de chance. Un grand merci Frédéric pour cet échange et qui est un magnifique parcours du dirigeant et puis qui nous a permis d'être un peu davantage dans la tête d'un dirigeant. Merci Frédéric. Merci beaucoup Antoine de m'avoir reçu.